Eh bien, je vais vous faire un petit topo sur la gestion de projet. Parce que je me suis aperçu que même mon associé favori ne maîtrisait pas bien ce sujet, alors que c'est essentiel pour chacun d'entre nous. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs, chacun d'entre nous. Alors, de quoi parlons-nous? Eh bien, on parle du problème de ces projets qui jamais ne finissent à l'heure, jamais ne finissent avec toutes les, euh, les features qu'on avait en tête et jamais finissent dans le budget. Alors, sur tout ça, on va s'appuyer sur, bien sûr, Eli Goldratt. Eli Goldratt qui a fait un livre qui s'appelle Critical Chain, la chaîne critique. Pourquoi la chaîne critique? Parce que dans la gestion de projet, on va vous parler du chemin critique et Goldratt propose de remplacer ça par une chaîne. Alors, qui est Goldratt? Eh bien, Goldratt est mort il y a plus de 10 ans maintenant, hélas. C'était un physicien. Il avait commencé sa vie en utilisant les outils de la physique dans le management, en créant un logiciel qui s'appelait Opt. Et il s'est aperçu qu'il avait un besoin constant d'être l'évangéliste de sa solution. S'il n'était pas là pour la mettre en avant, elle n'irait pas jusqu'au bout. Il était constamment en train de devoir évangéliser son logiciel. Et il va se mettre à écrire une série de livres en disant, tant qu'à être évangéliste, il faudrait que j'ai des évangiles. Et ça va lui permettre de passer d'évangéliste à gourou du management. Alors, quels sont ces livres? Le premier, c'est le goal, le but. Donc, c'est un livre extraordinaire qui dit, finalement, toute l'organisation repose sur le goulet d'étranglement, c'est-à-dire le moment, l'endroit de l'entreprise qui limite sa capacité à servir le client. Donc, c'est un service, c'est une personne, c'est une capacité qui, quand elle est à 100% de sa vitesse, permet à l'entreprise d'être à 100% de sa vitesse. Alors, cette œuvre-là, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo qui traitait de l'ensemble de l'œuvre de Goldratt. Donc, je vous avais expliqué que c'était littéralement un évangile, hein, puisque, en fait, il en a vendu plus de 6 millions de copies. Ça raconte l'histoire d'Alex qui se retrouve à la tête d'une entreprise et il a un de ses anciens profs qui s'appelle Jonah, qu'il a revu il n'y a pas longtemps. Et c'est l'interaction de ces deux personnages qui vont essayer de sauver l'usine dans laquelle Alex vient d'être nommé en 3 mois. C'est une usine qui a un marché, qui a des gens qui viennent travailler, qui a une techno de haut niveau, mais qui n'arrive pas à fonctionner. Donc, trouver le pourquoi. Et tout tourne autour de l'idée d'une troupe de scouts que Alex va devoir encadrer et qui a un problème. Donc, ça représente en fait l'entreprise avec le matériel, enfin la matière première. Les petits soldats qui avancent ou les scouts qui avancent vont être la façon de traiter les matières premières pour arriver finalement à un projet fini. Et dans cette colonne de scouts, il y a l'un d'entre eux qui est petit, gros, qui porte un très gros sac très lourd et qui va créer un énorme retard, qui va créer un écart entre ce que théoriquement on est capable de faire et ce qu'en pratique on va faire. Et donc, le héros va avoir l'idée de mettre Herbie en tête. Et puis, il va s'apercevoir que ce qui est encore mieux, c'est de laisser Herbie à sa place, mais de mettre un lien entre le premier et Herbie pour que le premier ne cherche pas à aller plus vite que Herbie. Voilà, puis en plus, on va essayer d'enlever à Herbie son gros sac à dos parce que lui, il a du mal à le porter, etc. Je vous fais le livre en très vite, mais ce livre est un roman, donc vous pouvez tous le lire et vous devez tous le lire.
Et Goldratt a fait derrière une suite, toute une série. Et donc, notamment, It's Not Luck, où le même héros a été promu, et puis maintenant, il va appliquer ces théories de Goldratt au marketing, à la production, à la stratégie. Et il va mettre en avant une idée qui sont les idées des process pour mieux penser, les thinking processes, et il va en parler comme de quelque chose qui aide à la collaboration entre tous. Je vous recommande aussi la lecture de ce deuxième roman. Et puis, on arrive à notre roman, celui qui nous concerne, qui est Critical Chain, qui est un roman sur la gestion de projet en disant « Ah oui, alors, je vous ai parlé de l'usine, mais la gestion de projet, c'est un petit peu différent, même si les mêmes principes s'appliquent. » Et donc, il va parler de gestion de projet en disant que finalement, il y a 4 types de business dans la vie. Il y a ceux qui fabriquent les machines, il y a ceux qui font des composants à l'aide de ces machines et ces composants servent à faire un produit fini. Il y a ceux qui font les produits finis et qui finalement ont à gérer la distribution de ces produits finis face aux clients. Et puis, il y a ceux qui travaillent en mode projet. Ils ont un début et une fin et ils vont d'un projet à l'autre. Donc, la question qu'il pose, c'est pourquoi est-ce que les projets sont en retard, hors budget et hors spécification. Et donc, c'est là qu'il amène cette idée qu'il faut passer du chemin critique à la chaîne critique. Et ça permet de faire les mafia offers. Patrick nous en a parlé il y a quelques mois. Donc, vous voyez que cette séquence d'aujourd'hui est l'occasion finalement de faire le lien entre ce dont je vous avais parlé sur les livres de Goldratt et ce dont Patrick vous avait parlé sur les mafia offers. Donc, on va essayer de regarder pourquoi les projets sont en retard en dehors de leurs objectifs et en dehors de leur budget et comment est-ce qu'on peut corriger ça dans cette séquence d'aujourd'hui. Donc, longue introduction pour vous dire voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, la question est qu'est-ce qui se passe avec les projets? Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces retards? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à rester dans les spécifications? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de tenir les budgets et les délais? Est-ce que c'est de la mauvaise volonté? Bien sûr, vous êtes entouré de gens qui, le matin, se lèvent et se disent « Tiens, comment est-ce que je vais pouvoir rendre la vie de l'entrepreneur difficile? Comment est-ce que je vais pouvoir embêter mon patron ?» C'est leur premier souci du matin quand ils se réveillent. Donc, on a du mal à admettre cette hypothèse. Est-ce que c'est le manque de chance? Bah oui, le projet, il était super bien planifié et pas de chance, on a eu un délai et on l'a gardé avec nous tout le reste du projet. Oui, enfin, sauf que si c'est pas de chance, eh ben, c'est rare qu'un projet soit en retard, mais ça arrive. Or, là, c'est constant. Donc, ça nous amène à l'idée que c'est plutôt le projet lui-même et la façon dont il est planifié, la façon dont ça s'organise. Alors, comment est-ce qu'on le planifie, ce projet? Eh bien, c'est une confrontation. Les acteurs du projet se battent chacun pour leur tâche. Si je vous pose la question, combien est-ce qu'il vous faut de temps pour aller de A à B? Vous allez me dire, ça dépend. Patrick, qui se balade souvent de la banlieue à Paris, me demande avec ou sans embouteillage, avec ou sans crevaison. C'est une confrontation. Moi, je lui dis, donne-moi le temps que tu mets quand tout va bien. Et Patrick me dit, mais s'il y a un accident sur le parcours, je dis, mais donne-moi ton optimum. Et Patrick, lui, il veut garder la marge de manœuvre. On est en train de jouer perso. On est en train de se battre chacun pour mettre la main sur le stock tampon, le stock de temps qui nous permet de jamais être en retard ou qui nous permet de gagner du temps dans la réalisation du projet, selon qu'on est l'acteur qui va opérationnellement faire la tâche ou celui qui est chargé de gérer le projet.
Et donc, tout ça, c'est les règles qui nous poussent vers ça. Donc, c'est le management qui est en cause, c'est vous. C'est vous qui créez une situation dans laquelle chacun a un intérêt manifeste à garder la maîtrise de son temps, à garder des marges de manœuvre. Donc, bonne nouvelle, vous pouvez changer les règles. Ce que vous pouvez proposer comme contrat maintenant à vos équipes, c'est donne-moi ton optimum et je mets de côté une réserve de temps disponible pour tous. Si tu es en retard, ce n'est pas grave, ça ne mettra pas le projet en danger car j'ai réservé du temps pour le cas où. Mais si tu arrives en avance, évidemment, il faut que tu me donnes ce temps. Il faut que tu me donnes ton optimum. Les conséquences, c'est que je n'ai plus à masquer mon avance. Et oui, subitement, on n'a plus besoin de faire croire qu'on est en train d'avancer ou de masquer qu'on est en train d'être en retard, puisque on n'a pas de risque à la fin. Du coup, je peux communiquer avec les autres. Je peux leur dire où j'en suis. Je peux me synchroniser. Et je deviens conscient que si je suis en avance, ça peut servir les autres. Alors que dans la méthode classique, quand vous finissez en avance, ça intéresse personne puisque le suivant, on lui avait dit « tiens-toi prêt à partir du 15 ». Donc, il a tout organisé pour être prêt à partir du 15. Si ça lui parvient le 10, il n'a rien à en faire. Ça ne va pas lui changer sa vie. Donc, subitement, être conscient que être en avance, ça peut changer, et être conscient que si le prédécesseur est en avance, il faut qu'on se mette tout de suite sur la route. Pour les cas, on est sur la chaîne critique. Hein. Pour les cas, on est sur le chemin critique. On a le moyen d'avoir un projet qui prend de l'avance et qui peut donc encaisser des accidents sans forcément devoir taper dans sa réserve de temps, dans sa réserve pour le cas où. On quitte finalement un effet de cliquet, puisque dans la méthode classique, on est soit à l'heure, soit en retard. Là, on peut être en avance, donc on n'est pas obligé d'avoir un effet où soit on est à l'heure, soit on est en retard et le projet prend du retard. Donc finalement, le projet ne peut prendre que du retard vu le nombre de tâches dans lesquelles on a cette possibilité d'être à l'heure ou en retard. Donc pour vous résumer, les problèmes du projet reposent sur 3 commandements. Un stock de précaution à tous les étages, tu laisseras. Bah oui, si chaque acteur garde son stock de précaution, on a un ensemble de temps perdu parce que non mutualisé. Perdu parce que quelqu'un peut l'utiliser s'il en a besoin, mais il n'est pas disponible aux autres s'ils en ont besoin. Jamais en avance une tâche, tu ne livreras. Si vous livrez une tâche en avance, votre gestionnaire de projet va savoir que vous aviez pris de l'avance, que vous avez pris des marges de manœuvre, et la prochaine négociation sera plus compliquée. Vous allez devoir vous battre encore plus la prochaine fois. La procrastination, tu subiras. Vous savez que vous avez des marges de manœuvre, donc vous allez les prendre. Vous allez commencer plus tard parce que vous savez que vous pouvez vous le permettre. Et du coup, quand l'accident arrivera, votre marge de manœuvre ne servira même plus. Donc, sur cette base de 3 règles, vous apercevez que les projets ne peuvent être qu'en retard. Ils ne peuvent être qu'au prix de sacrifices de spécifications. Et il ne peut être qu'en coûtant plus cher. C'est inscrit dans la façon dont vous avez créé votre projet. En conclusion, bien sûr, il faut lire le livre. Le livre, c'est un roman.
extraordinaire comme d'habitude. On lit d'une page à l'autre et on se dit « Ah ouais, c'est vrai que je ne faisais pas comme ça ». Le livre vous raconte l'histoire d'un héros qui est un prof d'université qui aurait dû normalement avoir sa confirmation, son tenure, c'est-à-dire devenir professeur en titre, impossible à virer. Et la crise arrive, donc du coup on lui annonce que cette année, on ne nommera pas de professeur en titre. Donc lui qui devait passer, il passera plus tard, et il s'aperçoit que plus tard, il ne passera pas parce qu'il y aura d'autant plus de gens qui seront en compétition avec lui, et qu'en plus, il ne rentre pas complètement dans les normes. Lui, c'est un professeur, il enseigne, il explique aux gens, il ne fait pas de la recherche, il n'écrit pas des articles qui ne servent à rien, juste pour publish or perish. Et du coup, il a un de ses camarades qui le fait venir dans une formation pour des professionnels. Une de ces formations qui paye beaucoup et qui sont difficiles parce qu'on est face à des gens qui ont déjà eu une formation initiale et s'ils viennent, c'est qu'elle ne leur a pas suffi. Donc, on ne va pas pouvoir leur faire le cours sur la gestion de projet classique. On va devoir les aider à trouver ce qui ne va pas. Et il va faire ça par la méthode socratique, en leur posant des questions, et eux, en se confrontant avec les uns et les autres qui vont chercher chacun à expliquer que eux qui sont plutôt des opérateurs, c'est la faute des gestionnaires de projet, eux qui sont plutôt des gestionnaires de projet, c'est la faute des opérateurs. Donc ce livre est, comme d'habitude, très bien écrit, très clair, très facile à lire, donc vous n'avez pas d'excuses. Le deuxième point, introduisez un vrai dialogue. Vous devez l'introduire notamment sur la définition des tâches. Arrivez à avoir votre collaborateur qui vous donne exactement le temps que ça va prendre hors accident, c'est important. Ça demande un vrai dialogue, ça demande un véritable échange. Ça ne peut pas se faire par la pression, ça ne peut pas se faire par la ruse, car ça ne marchera qu'une fois. Et vous aurez détruit la confiance. La confiance qui est comme du papier. Quand on le chiffonne une fois, il reste toujours des traces. Et vous devez garder ce dialogue dans la mise en œuvre. C'est ça qui va permettre au projet de profiter des avances sur le timing que certains ont pour que les suivants puissent être plus confort et puissent finir leurs tâches. Le dernier point, c'est une question. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce temps gagné? Et c'est là qu'on boucle sur le travail de Patrick sur la Mafia Offer. Vous êtes capable, grâce à ça, de livrer un immeuble 30% plus vite. Au lieu de le livrer en 6 mois, vous allez le livrer en 4 mois. Comment est-ce que vous faites de l'argent avec ça? Vous allez réussir à vendre votre projet à des gens qui savent que ces 2 mois de gagné, ça vaut une fortune. Donc, allez voir la chronique que Patrick vous avez fait sur les Mafia Offers et vous verrez que ça vaut le coup de changer vos modes de management, vos méthodes de management afin de mieux gérer vos projets. Merci Jean-Christophe. Et c'est très intéressant d'essayer d'appliquer ces méthodes qui sont peu connues. Il n'y a pas beaucoup de professionnels pour les enseigner, mais vous imaginez bien l'avantage concurrentiel incroyable que ça peut vous donner. Et c'est assez facile à comprendre, comme souvent chez Goldratt. La pensée peut être complexe, mais la suggestion d'utilisation, Jean-Christophe, je pense, est relativement simple lorsqu'on fait le démarrage du projet, d'éliminer les buffers de chacun des membres pour faire un buffer collectif. C'est toujours le sujet avec Goldratt, c'est que quand vous lisez le livre, vous finissez en disant « mais en fait, finalement, c'est du bon sens ». Ce que vous appelez du bon sens, en fait, c'est de la logique. Et oui, Goldratt veut vous amener dans une voie logique. Une voie où on prend en compte les hypothèses et du coup, on en tire des conséquences.
Donc, vous avez lu le livre, il vous a paru parfait, il vous a paru très logique, vous devez le faire lire à vos collaborateurs, vous devez commenter le livre avec vos collaborateurs et vous allez prendre les premières mesures. Dans le cas de la gestion par la chaîne critique, la première mesure, c'est de collectiviser le buffer, de rendre mutuel le temps le temps de réserve qu'on prend, la réserve qu'on se met de côté. C'est absolument génial parce que ça fait écho à un truc dont un jour il faudra que je vous parle, c'est les travaux de François Dupuis. François Dupuis est un sociologue qui est convaincu que c'est en regardant ce qui se passe à tous les niveaux d'une organisation qu'on peut faire évoluer l'organisation. Ça, c'est son constat générique. Et il parle notamment de l'intelligence des acteurs. Un acteur, quand on ne comprend pas son action, c'est qu'a priori, on n'a pas vu une partie des contraintes auxquelles il est soumis. Et c'est pour ça, souvent, que faute d'alignement collectif, je vais essayer de garder des marges de manœuvre tout seul. Faute d'alignement collectif, je vais essayer de me protéger des clients qui ne sont pas sympas. Faute d'alignement collectif, en fait, mon action va aller contre l'organisation. Ce qui est fabuleux avec Goldratt, c'est que par un chemin totalement différent, un chemin beaucoup plus, j'ai envie de dire, scientifique, et François Dupuis me tomberait dessus, il aurait raison, il arrive à identifier que c'est bien les modèles mentaux d'une organisation, la façon de collaborer, qui est le premier des obstacles ou le premier des moteurs pour la performance d'une boîte. Il faudra un jour que je vous parle de ça dans une chronique. Et c'est avec plaisir, tu sais. Le rendez-vous est pris, Patrice. Le rendez-vous est pris. Tu peux commencer à préparer tes slides. Dès vendredi prochain, nous allons avoir Patrice qui va pouvoir intervenir. Peut-être pas vendredi prochain. Tu veux pas À intervenir voir, mais effectivement, il faudrait tisser le parallèle parce qu'en fait, les deux ont la même intuition. C'est en partant des problèmes que génèrent les alignements ou les absences d'alignement qu'en fait, réellement, une boîte avance. Mais ce sujet, effectivement, Patrice, est éternel puisque c'est aussi le sujet de la C'est moi méthode. qui vous ai perdu, vous êtes tous là? Pardon? On est tous là. On est tous là. Tu ne l'entends plus? Ah, j'entends D'accord. Jean-Christophe. Donc, Ok. c'est un élément essentiel qui est repris aussi dans les méthodes de gestion de Toyota. C'est-à-dire que plus on arrive à avoir des collaborateurs qui sont conscients de ce qui les entoure et du monde dans lequel ils vivent, moins on a de risques de qualité, de risques de défaut, moins on a du temps perdu, moins on a d'argent perdu, et moins on a d'insatisfaction de la part des collaborateurs. Tu as coupé ton micro, Manuel, si tu voulais nous parler. Oui, je voulais juste faire part d'une anecdote. Donc, c'est le métier que j'ai fait dans les années 90, qui était de mettre en place ce qu'il y a dans ce livre, au sein des entreprises. Et je vais juste vous donner une astuce dont tu as évoqué, mais qui est énorme. Le premier projet que j'ai décroché comme ça, moi, je viens du monde de l'implantation d'usines clés en main. Ça, c'était ma jeunesse, ma première jeunesse. Et dans les années 90, sur un projet informatique face à Hewlett-Packard, où Hewlett-Packard avait fait un devis à 4,5 millions. À 4 millions, j'ai proposé un devis à 4,5 millions et dans la discussion de négo, j'ai dit écoutez, vous achetez plus une solution informatique, je vous propose d'acheter une date de démarrage du projet, puisque si vous investissez dans une démarche et un projet informatique, c'est pour gagner de l'argent. Donc, si la date dérape de 6 mois, vous allez perdre les bénéfices de ce projet. Et si moi, j'avance et je vous fais gagner 3 mois sur la date de conclusion du projet, je vous fais gagner plus d'argent. Et donc, j'ai signé une date de démarrage de projet à mon prix, avec des pénalités de retard si je terminais trop tard et des pénalités supplémentaires, donc un prix à géométrie variable si je gagnais. Et j'ai sorti HP les doigts dans le pif. Par contre, si vous faites ça, il y a une imposition obligatoire, c'est d'avoir une équipe des deux côtés bien
contraintes au sens bien carré, avec effectivement une méthodologie bien appliquée et un peu de théorie des contraintes, ça ne fait pas de mal, on est d'accord, Jean-Christophe. Voilà. Mais pensez-y, c'est un échappatoire de signer une date plutôt que de signer un gros panier dans lequel vous avez mis un fourre-tout avec du matériel de tous les côtés et sur lequel tout le monde se bagarre parce que tout le monde peut trouver un matériel encore moins cher. Voilà. Et donc là, si vous signez une date, ben, typiquement, le client va se mettre à réfléchir en disant « Oui, mais il y en a un qui m'envoie du matos de Chine, si la date tient. » Et en fait, vous ramenez tout ça à un seul paramètre et c'est toujours plus facile de gérer un seul paramètre. Voilà, juste ma contribution à votre présentation qui était très bien. Excellent, Manuel. Excellent. Merci pour cet exemple issu de ton expérience et dont beaucoup d'entrepreneurs pourraient s'inspirer.